Parle-moi ça, mon beau Guillaume. Ah, non, j'essaie d'être sérieux, puis ce show-là me permet pas d'être sérieux, on dirait. Ah ouais, déconne. Maintenant, fais-moi rire, maintenant. Hey, mais toujours un plaisir de te revoir, mon beau Carl. Hey, pareillement, mon cher Guillaume. Mais... Toujours impressionné par ta petite coupe de cheveux. Je te vois plus souvent. Fait que là, à chaque fois que je te revois, je fais hein, en tout cas, faudrait peut-être que j'aille me faire toiletter. Ah ouais. J'en ai perdu en longueur sa barbe. Puis... Mais j'ai quand même une houppette à la Tintin qui est indomptable. Je trouve ça drôle. Ouais. Ça te rend encore plus sympathique. Fait que, tant qu'à moi, garde ça. Et là, toi, cet été, t'as fait pas mal de shows avec Poirier Orchestra, tout ça. Ça s'est-tu bien passé? Honnêtement, j'ai fait moins de shows cet été que les années passées avec Poirier Orchestra, mais j'en ai fait plus avec Saint-Swing de Kamouraska, fait que ça a comme balancé. Mm-hmm. Ça a été un été fantastique avec, mettons, Poirier, là. On a eu une soirée en Côte-Nord aux Escoumins puis un autre à Québec. Les deux, ça a été des chefs-d'œuvre de la vie. C'était beau, là. Des chefs-d'œuvre de la vie, j'aime ça. Ouais. Décrire une soirée comme un chef-d'œuvre de la vie. Ouais. C'est poétique, j'aime ça. Hein? Fallait être là pour y croire. Oui. Ouais. Ben, tu m'as raconté un peu, puis effectivement, ça avait l'air d'être une maudite belle soirée les deux fois. Ouais. Coudonc. C'est aussi à ça que ça sert de faire de la musique, passer du bon temps, puis c'est comme pour ceux qui sont musiciens ou qui sont pas trop sûrs s'ils veulent persévérer là-dedans, mettons les plus jeunes. Là. C'est comme une belle porte pour aller vivre ou explorer des choses que jamais tu aurais pensé pouvoir faire avant. Les dessous d'une scène, les arrière-scènes, ces places-là, la plupart des gens ne voient jamais ça de leur vie, les loges, des trucs de même. Mm-hmm. Ou justement des accès privilégiés avec des gens. Tu es sur une scène pendant 1 heure ou 2, puis après ça, tu débarques, puis malgré toi, tu es comme un magnet, puis les gens viennent te voir, puis ils te parlent. Ouais. On se le cachera pas, des fois, c'est pas intéressant. Des fois, tu as envie justement d'être dans ta bulle, ou c'était difficile comme soirée, ou peu importe la raison, ou tu es fatigué. Puis l'autre vient de parler de sa souffleuse. Ça m'est arrivé, là, un gars qui me bat une souffleuse pendant 10 minutes. Ouais. Un peu le même principe par rapport à ce qu'on fait là, tu sais, que des fois, il y a des gens qui viennent nous parler de l'émission, puis nous dire qu'ils aiment ça, ou ils essayent de trouver une manière de te parler un peu, tu sais. Ouais, des fois, ben, c'est un truc un peu anodin. Ça me fait toujours plaisir, mais il y a des moments où je suis un petit peu plus dans ma tête ou dans ma bulle, puis tout ça. Fait que là, ça me surprend des fois de me faire parler de ça, tu sais. Ouais. Quand on n'est pas ici, puis tout ça, on oublie un peu des fois que les gens, ils nous voient, tu sais. Fait que... Ouais, exact. Quand ça t'arrive, toi, ça te fait-tu la même chose que moi? C'est-à-dire que je regarde la personne dans les yeux, puis je me demande en une fraction de seconde, c'est qui cette personne-là? Quoi ça qu'elle me connaît? Puis j'oublie. Tu sais, souvent, ils t'appellent par ton nom ou tu sais, comme hey, salut Carl. Puis là, tu sais, je m'en vais. Puis justement, on rencontre beaucoup de monde dans notre vie là, avec la job qu'on fait, tout ça. Fait que c'est quand même cocasse des fois, effectivement, de voir la personne faire on se connaît-tu? Probablement pas. Fait que, puis là, ben, la personne commence à te parler de l'émission ou là, tu comprends que c'est ça, mais bon. Puis là, il y a le malaise de genre, je vais répondre comme si je l'avais déjà reconnu. Hey, salut! Puis là, je sais. Salut, t'es qui? Je t'en replace pas plus. Ça va venir. Puis là, il dit 2-3 phrases. Ah, OK. C'est normal. Ouais, c'est ça. Ben, on s'habitue. Moi, tu sais, je veux dire, ça arrive pas si souvent que ça. Peut-être une fois par 2 semaines, mettons, que quelqu'un me reconnaît, vient me parler un peu, là, mais c'est tout le temps au maxi. c'est la place. Ouais, c'est tout le temps à l'épicerie. Au moins, c'est pas, tu sais, à la pharmacie pendant que t'as des produits un peu délicats dans les mains, pis t'es comme, ouais, c'est des fissures anales. Ça fait mal. Ouais, je suis obligé de m'en appliquer 2 fois par jour dans le cul. Moi, de mon bord, cet été, j'ai fini mon album. Je le sors demain, à l'heure où on se parle là. Fait que quand l'émission va sortir, il va déjà être sorti. Un nouvel album qui s'appelle « Tu es fragile ». Ça a été un processus un peu difficile, douloureux, parce que je me suis basé sur des choses que j'étais en train de vivre personnelles, là, qui étaient difficiles. Fait que c'est un album essentiellement qu'on pourrait dire qui est à propos du deuil. Puis je vais faire un spectacle pour souligner ça
avec Chabanel. Je vais parler de Chabanel au prochain épisode. Fait que c'est un beau look. Ah, il y a comme... Ouais, c'est ça. Nice. Ça tombe bien. Ouais. Fait que, coudonc, des beaux étés. Bon, puis toi, tu parles de quoi aujourd'hui, mon Guillaume? Mais aujourd'hui, je me suis fait une surprise à moi-même. Tiens, prenons la balle au bon. Wow. Je te parle de 2 artistes. Un que je connais quand même assez bien, que j'ai écouté sa discographie quand même assez, là, quoiqu'elle est énorme. Django Reinhardt. OK. Puis je me fais la surprise à moi-même de te parler d'un style et d'une artiste que je connais peu. Puis c'est ça le fun, en fait. C'est juste que j'avais envie comme, hey, let's go, cet artiste-là est comme en vogue dans son coin du monde, en disant ça de même. OK. Très, très populaire, mais de ce que moi j'en sais ici, peu ou pas connu. Plus peu connu, là, je crois, que pas. C'est Sampa the Great, une rappeuse. Oui. T'as connais? Ben oui, ça me dit de quoi, ça? Ben voilà, c'est ça, je me disais, ça, c'est le créneau à Carl. C'est là, je vois. All right, Ouais, OK. ouais. Parfait. Ben, j'ai hâte d'entendre ça. Souvent, tu nous amènes des affaires comme bien beatées, bien bass, là, mais avec quelque chose d'autre qui est mélangé aussi, tu sais, avec de la musique du monde, mais un peu hip-hop puis tout ça. Fait que je suis dans le même... Ben ouais, là, tu mets le doigt sur pas mal de choses. Là. OK. On va en parler tantôt. All right. Puis toi? Ben moi, je vais parler de Possible, qui est un magnifique duo de musique, on pourrait dire de la musique expérimentale pop. C'est quand même intéressant, un beau mélange, on va dire d'électronique et d'organique. En tout cas, je t'en parle, là, c'est un couple, en fait, qui a enregistré ça un peu dans le Kamouraska, un peu à Québec, un peu à Montréal. Ils se sont déplacés un peu partout. Ah ouais, OK. Ils ont même fait une résidence à Montjoly pour seulement l'écriture du texte de l'album. Fait que, tu sais, ça a été un long travail pour eux de, je pense, plus que 2 ans. Puis là, ben, c'est ça. C'est sorti cette année, il y a, en avril 2024. Donc, j'ai hâte d'en parler. C'est vraiment un bel album qui vaut la peine d'être découvert. Ouais. Puis je crois pas que ce soit un projet que beaucoup de monde connaisse encore, parce que c'est leur première affaire qui sortent ensemble, puis tout ça. Pourtant, les 2 personnes qui composent Là, tu m'en parles. Regarde-toi du gaz. Ben oui. L'autre, c'est Mike Patton. Fait que là, mon beau Carl. Oui. T'avais l'air bien parti pour me parler du duo là, Possible. C'est possible. Fais ton possible. Vas-y. Bon, fait que, écoute, le groupe Possible. J'avais pas fini. Je vais commencer par Possible, qui est un groupe, un duo, formé de Vincent Filion puis de Maud Héloïse. Dans le fond, ça, c'est un couple. Vincent Filion, ben, tu sais, on a peut-être tu te rappelles que j'ai parlé un peu de lui quand j'ai parlé de Pas de signal l'année passée. Oui. OK, oui. Ouais, tu sais, c'est lui qui a enregistré, qui a aidé Joël à enregistrer son album. Puis, ben, dans le fond, Vincent, c'est une personne qui est quand même assez versatile au niveau musical. Il est à la fois, dans un band assez connu, le Winston Band, là, tu sais, qui jouissent quand même. J'ai fait du son pour eux autres une fois. Ah ouais? Ils sont super sympathiques, puis c'est dansant. C'est festif. Mais ça a l'air d'être le party ben raide. C'est quoi? C'est cajun, eux autres, le style? Là? Ouais. Un mélange québécois, cajun, tout ça. Il compose de la musique pour le théâtre, la performance, des choses comme ça. Puis il fait aussi des installations sonores. Il a fait récemment l'Octocosme l'année passée au Mois Multi à Québec, qui est un genre de synthétiseur qui projette aussi des images, des formes, des couleurs, tout ça. Ouais. Fait que pendant que tu génères des sons avec le synthétiseur, le synthétiseur, il te renvoie une image tout le temps. Fait que je trouvais que c'était une belle manière d'introduire les gens à de la musique plus abstraite, sans que ça soit désagréable ou qu'ils savent pas à quoi s'accrocher, parce que c'est eux-mêmes qui la produisent, puis ils voient ce qu'ils font visuellement. Fait que c'est intéressant. Vincent, lui, dans cet album-là, il est guitariste, bassiste, il fait du synth, du drum machine, puis tout le noise, les textures sonores, etc. Okay. Maud Héloïse, elle, sur l'album, a fait la voix, les synths aussi, le drum machine, puis les percussions. Puis c'est aussi elle qui a écrit le livre Minou, qui est en fait ce sur quoi l'album se base au niveau thématique, conceptuel, pour faire ça. Ouais. Minou, c'est un genre de recueil de poésie. Elle passera pas par 4 chemins pour dire des choses. Ça va parler beaucoup de relations entre différents humains,
chaque personnage dans ce livre-là a des noms d'animaux comme minou, chaton. C'est essentiellement une sorte de voyage dans l'inconscient de Maud Héloïse, on va dire, puis dans ses convictions également, qui parlent justement là, on va dire qu'il aborde des thèmes qui sont pas faciles, puis qu'elle le fait d'une manière quand même assez agressive, on va dire, dans le livre. OK. Je pense que pour Possible, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de donner un son à ces textes-là, mais sans prendre les textes puis les transférer directement dans l'album tels qu'ils étaient. C'est plus des suggestions puis des références au livre que Maud Héloïse a écrit. Fait qu'au final, moi, je trouve que ça donne quelque chose de bien nuancé et intéressant parce que la musique est plutôt douce. C'est quand même un peu rock, puis un peu, tu sais, ça va un peu dans des directions qui ont envie d'aller, mais généralement, surtout au niveau de la voix, c'est très doux puis très langoureux comme son. Pourtant, ce qui est dit dans les textes et tout ça, c'est souvent plus rude. Donc voilà, on a quand même une belle... un contraste. Un contraste. Je vais te faire écouter une toune tout de suite, hein, pour le fun. Ah. Bon, fait que là, je t'ai mis une toune qui a pas de paroles, justement pour qu'on puisse se concentrer un peu plus sur la musique. J'ose penser que les deux ont pas mal contribué également à cette composition-là. Mais on entend beaucoup justement ce que je parlais. Tu as un mélange de percussions plus organique, un petit peu du drum machine, tu as du synth, mais aussi de la guitare électrique, tout mélangé ensemble. Puis tu sais, ils parlent beaucoup de ça quand ils parlent de leur musique, qui vont par couche. Ils font du stacking, là, finalement. Okay, donc, ils vont comme commencer avec un drum machine. La plupart du temps, c'est le même qui commence à composer une tune, selon ce que j'ai compris. Puis après ça, ils rajoutent des choses par-dessus. Ils rajoutent le drum comme plus organique. Là, ils vont rajouter la guitare, etc. Donc, ça donne ce résultat-là, que tu as l'impression d'entendre souvent deux tunes en même temps, mais que les deux tunes, évidemment, se parlent et fit ensemble. Là, puis pourtant, c'est assez épuré également, je trouve. Chaque titre de chaque tune, c'est juste un seul mot. Puis je pense que ça souligne encore une fois la démarche qu'ils voulaient faire avec cet album-là. C'est-à-dire que, tu sais, c'est un livre complet là, qu'ils ont réduit en une douzaine de tunes à peu près. Ouais. Puis je pense que c'est là la beauté de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont prendre une seule phrase, mettons, puis elle répète ça ad nauseam là, pendant longtemps. Évidemment, ça se développe dans d'autres mots aussi. Là. Elle fait pas juste dire ça tout le long de la tune, mais c'est comme si, juste par la force de cette répétition-là, puis le choix de cette phrase-là en particulier, j'assume faire référence à un texte complet là, dans le livre. Et c'est ça. Finalement, c'est une manière vraiment, au travers de la musique aussi, puis du loop. Il parle de guitare qui tourne. Là. Je sais pas si t'as entendu ça aussi. La guitare qui
qui se déplace pas vers quelque chose qui reste toujours un peu dans cette... tu sais, dans le fond... Ouais, qui crée une genre d'ambiance puis qui n'est pas nécessairement synchronisé avec les temps forts de la toune, tu sais, qui décale un peu, mais qui revient de temps en temps. C'est ça. C'est très reverb comme album. Beaucoup d'effets de ce type-là. Je pense que tu peux entendre aussi le côté krautrock. Oui. Je pense que Vincent Filion, tu sais, il a travaillé un peu sur cet album-là en même temps que celui à Joël. Fait que peut-être qu'il y a aussi des lignes de bass qui se sont mélangées là-dedans, puis tout. Les vases coulaient un dans l'autre. Ouais, c'est ça. Ben, ça serait normal. Là. Puis justement, tu sais, il y a une partie qui a été enregistrée dans le studio Michel à Saint-Pascal, un autre au studio Desjardins à Saint-Alexandre. Ouais. Ils ont travaillé aussi à la Charpente des Fauves à Québec. Sont allés à Montjoly, comme je disais tantôt, pour une résidence d'une semaine pour travailler leurs textes. Fait que c'est ça, c'est un projet quand même de longue haleine qui s'est barouetté pas mal d'un bord puis de l'autre dans le Québec. J'imagine que ça a un lien aussi avec certains sons que tu entends dans l'album parce qu'ils disaient qu'ils ont enregistré avec leur cellulaire à certains moments. C'est juste des sons random comme ça, sur le bord d'une plage ou ailleurs. Puis que, tu sais, fait que je pense que c'est une démarche qui les a habités pendant vraiment tout ce temps-là. Que c'était pas quelque chose qu'ils faisaient ici et là quand il y avait du temps. C'était un peu une réflexion assez constante qu'il y avait entre les deux membres du groupe, tu sais, qui sont aussi un couple, donc ils habitent ensemble, tout ça. Ben oui. Fait que c'est ça. Moi, tu sais, personnellement, au final, je trouve que ça sonne beaucoup comme un heureux mélange entre plusieurs choses que j'aime. Je sais pas si tu connais le chanteur Conan Mocassin. Non. J'adore ce qu'il fait. C'est très, justement, liquide comme musique, très psychédélique. Il y a un côté psychédélique, je trouve, à ce qu'ils font. Ouais. La voix aussi de Maud Héloïse me rappelle un peu celle de Conan Mocassin. Parce que Conan, il met des effets un peu dans sa voix. Il se féminise un petit peu, puis tout ça, plus. En tout cas, il y a comme ce même type de reverb-là que j'entends dans la voix de Maud Héloïse aussi. On pourrait mentionner, tu sais, du Carquois, le côté un peu plus rock, tout ça. Ouais. Radiohead, Blonde Redhead aussi, en particulier. Je trouve qu'il y a des sons qui sont très similaires. Donc, si t'aimes les groupes que je viens de te nommer là, tu vas aimer aussi Possible. Oui. C'est le même genre d'univers, tu sais, un peu du genre de pop, mais très vague, très comme du Radiohead, là, qu'on pourrait dire que c'est de la pop, mais avec un côté très expérimental qui vient. Ouais. Fait que, m'en faire écouter une petite dernière. Ah oui, j'aime ça. Ben ouais, donc. Pris ce jour jusqu'à l'accident. Fait que c'est ça. Je pense que tu l'entendais particulièrement dans cette tune-là, un peu les références que je viens de te donner. Ben oui. Blonde Redhead puis Carquois, il y en a beaucoup dans cet extrait-là. Ouais. Puis je trouve ça beau aussi qu'ils sont deux là-dedans, mais ils ont cette volonté-là, je pense, de se servir de tout ce qu'ils ont pour faire quelque chose d'original. Ouais. C'est pas juste la voix de Maud Héloïse qui chante, ils s'en servent aussi comme un synthétiseur. Oui, tout est possible. Tout est possible. Ah ben! Tout est possible. Wow! Fait que là-dessus, tu sais, gâtez-vous, allez l'acheter. Il y a un vinyle de disponible, tout. Fait que, hein? Un vinyle. Un vinyle, oui, ils ont sorti ça en vinyle. Ben, une petite presse, là, de genre, je pense, 100 copies. Ouais. Mais quand même, je trouve que c'est un bel accomplissement, un bel album. La pochette aussi, le travail entier là, se tient du début à la fin. Puis, tant qu'à y être, trouvez-vous donc une copie de Minou. Ça vaut à peine. Oui. Tant qu'à avoir l'album possible aussi, à avoir le livre, comme ça, tout c'est comme la pochette du CD, mais extended version, là, tu sais. C'est ça, exact. On pourrait quasiment le voir de même. Je
sans vouloir réduire le travail de Maud Héloïse. Non, c'est ça. Moi, j'arrive par le CD. Là. C'est vrai que la base, en vrai, c'est le livre. C'est le CD qui est la version, le prolongement du livre et non l'inverse. Ça serait plus ça. Ouais. Puis, tu sais, Maud Héloïse, elle a écrit ce livre-là par elle-même, toute seule. C'est pas... tu sais, Vincent faisait pas partie de ce processus-là. Vincent est embarqué dans le projet au moment où ils ont décidé de créer quelque chose de sonore à côté du livre. Là. Fait que c'est ça. Maud Héloïse, là-dedans, elle a beaucoup de mérite au niveau de cet accomplissement-là, finalement, d'avoir créé l'univers dans lequel, finalement, Possible baigne. T'sais. Ouais. Là, je te parle, comme je te disais en introduction, je te parle d'une artiste que, pour le fun, j'ai envie d'en parler, mais je la connais même pas tant. Fait que c'est le fun, j'aime ça faire ça. Pourquoi j'aime ça? C'est parce que, je sais pas, tu sais, d'être dans l'esprit de celui qui découvre la musique, c'est un peu comme être la personne qui écoute l'émission. T'sais. Fait qu'en ce moment, j'écoute l'émission. La première question que je me dis, c'est qui ces deux dudes-là? Sont-tu payés? Non. Donc, je te parle de Sampa the Great. Sampa the Great, c'est une rappeuse originaire de la Zambie. Fait que là, je nous envoie encore là dans mon tour du monde. Saison 2, c'est un tour du monde, c'est pas compliqué. Zambie, mais plutôt élevé au Botswana. Là, j'ai pas l'histoire exacte, mais tu sais, il y avait beaucoup de réformes politiques, économiques. L'Afrique, sans revenir dans certaines choses dont j'ai parlé... en parlant de Tikenja Fakoly à la première saison, il y a des injustices sociales à des égards, fait que sa famille s'est déplacée au Botswana. Puis quand même assez jeune, je soupçonne que c'est quand même une famille qui doit avoir, on va dire, des bons moyens financiers, pour aussi briser des fois là, des préjugés qu'on peut avoir sur les familles africaines de pauvreté. Je soupçonne que les moyens sont bons parce qu'elle, je pense, à 19 ans, elle s'est fait payer des études en musique à San Francisco puis à Los Angeles. OK. Fait que quand même, c'est pas rien là, de quitter son pays, s'en aller aux États-Unis, aller vivre 3 ans dans un autre pays. Elle était déjà en contact avec la musique hip-hop à cette époque-là, avant d'arriver aux États-Unis. Je pense que ça a commencé à genre 11 ou 12 ans quand elle a commencé à faire ses premiers textes là, personnel, on va dire, puis assez rapidement, c'est devenu un peu revendicateur ou descriptif de situation ou aussi très identitaire, parce que comme je te dis, elle est née en Zambie, mais elle a grandi au Botswana, mais elle a comme toujours eu un sentiment d'être ni botswanienne, ni zambienne. Puis là, ben maintenant, là, à ce jour-ci, je suis plus sûr, mais elle a habité pendant très longtemps en Australie. Puis elle a fait, en fait, sa carrière, tout son lancement de carrière, ses premiers albums, c'est tout en Australie que ça se passe. L'Australie, la presse, les médias australiens la vantaient comme Australian... comment ils disaient ça? Je sais plus, mais tu sais, comme... la vantaient comme la nouvelle Australienne en vogue, là, tu sais. OK. Dans sa tête, c'était comme, faut toujours que je défende qui je suis, puis c'est quoi ma ligne identitaire, tu sais. Mais elle-même, en même temps, c'est comme... Je sais pas trop. Ouais. Mais tu sais, elle se sent zambienne. Tout ça pour dire qu'au final, c'est là qu'elle met son encre, qu'elle jette son encre. Ouais. Puis pourquoi j'ai décidé de parler de elle, c'est parce que quand même, quand j'ai écouté... quand j'ai entendu une chanson, une première chanson de elle, ça m'a accroché. C'était la chanson Energy, que je vais te faire écouter tout de suite, tu sais. Nation. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raise. Ouais, j'aime bien le côté smooth du son puis du beat, puis même du rap en tant que tel. Ouais. J'ai l'impression qu'on vit à une époque où le rap à cette heure, faut comme tu rappes super vite ou que tu sois, je sais pas, qu'il y ait de quoi qui fasse que tu t'es reconnu pour quelque chose dans ton rap, tu sais. Mm-hmm. Elle a pas l'air de trop se bordrer avec ça. Elle fait son truc, c'est smooth, ensoleillé un peu. Un petit côté un peu plus dark aussi, j'ai l'impression, au travers de ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'aime ça. J'aime ta vision parce que c'est aussi ce qui m'a accroché. Le beat, premièrement, il y a quelque chose de comme R&B là-dedans. Je sais pas trop, de très
comme, quand même très soleil, mais en même temps très terre. Là. Je sais pas comment le dire, mais Ouais. c'est quand même bien assis. Puis quand elle s'est mise à chanter, tu sais, encore là, je te parle de ma première expérience d'écoute. Quand elle s'est mise à chanter, j'ai eu un peu la même impression de comme. Elle veut juste passer son message, tu sais. Mhm. Le contenant prend pas le dessus sur le contenu. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça le fun, justement. Puis veut pas son accent, sa façon de s'exprimer aussi, c'était original à mes oreilles, tu sais. J'avais jamais entendu ce genre de parler, là, dans le hip-hop que je connaissais. Et encore aujourd'hui, honnêtement, là, je suis pas comme tout est plus un écouteur de hip-hop que moi j'en écoute moins dans mon quotidien, on va dire. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme être un peu dans une catégorie assez unique au niveau de comment elle chante. Ça veut pas dire qu'elle l'est, honnêtement. Là, je me connais pas assez. J'ai un chapeau invisible et je parle au travers. Après ça, ben, moi, j'aime beaucoup lire sur l'histoire des personnages, des artistes qui m'accrochent, surtout quand c'est des genres de trouvailles insoupçonné, tu sais, comme disons ce soir-là quand je suis tombé sur cette musique-là, jamais j'aurais pensé en me levant le matin que crime, je trippe en ce moment sur une rappeuse d'origine zambienne, tu sais. C'est comme wow, j'arrive vraiment d'une surprise, là, tu sais. Ça résonne, je veux lire qu'est-ce qui est cette personne-là, cette biographie, ces choses-là. Puis évidemment, c'est le genre de personne qui est très revendicatrice, pas très, mais assez revendicatrice quand même. Par rapport à tout ce qui est les mouvements, le racisme, oui. le traitement équitable au niveau des hommes et femmes. Oui. Par exemple, elle a refusé de participer à un festival en Australie parce que le directeur du festival tenait absolument à avoir un groupe quelconque dont j'ai oublié le nom, que le chanteur était accusé de viol, tu sais. Elle a dit, si cette band-là est sur le line-up, moi, je suis pas là, tu sais. Mm-hmm. Puis finalement, le band était sur le line-up et elle était pas là. Okay. Mais, tu sais, c'est parfait. Les bottines ont suivi les babines. Ouais. Et on entend souvent les anecdotes de gens qui disent « Ah, je ne participerai pas à ça si ça se produit. » Puis que finalement, ils ont réussi, tu sais. Mais on parle moins de ceux qui ont sacrifié quelque chose finalement pour leur conviction. Incluant parfois un cachet intéressant pour... Exact, c'est ça. Tu sais, elle avait envie de participer, là, puis oui. Elle a juste fait valoir ses convictions. Ouais. Ça n'a pas marché, fait que voilà, tu sais, elle a sacrifié ça parce que c'était le plus important pour elle. Tu sais, il y a de quoi de très, très important à apprendre dans ce type de comportement-là. Ouais. Donc, je vais te mettre une autre pièce. Go! Je vais changer de... Je vais te mettre une autre pièce. Aujourd'hui, je te présente pas nécessairement un album comme tel parce que comme je le répète, c'est pas une artiste que j'ai bien exploré personnellement. Mm-hmm. Cela dit, dans les lectures que j'ai faites, son premier album, puis c'est quand même assez quelque chose qui revient dans les artistes, c'est que leur premier album a souvent quelque chose de mythique. Oui. Elle, son premier, ça a été comme une révélation parce que soudainement, au niveau de la scène musicale australienne, là où elle était à ce moment-là, soudainement, tiens donc, il y a une rappeuse avec des influences électro, R&B, sud-africaine, disons, plus le partie sud du continent. Ça arrive de où? Fait que bang, tu sais, cet album-là est comme wow, mais ça sort de où? Qu'est-ce que c'est? Fait que le premier album est devenu mythique à ce niveau-là. Il s'appelle The Return. Fait que je vais te mettre une pièce comme ça de cet album-là. C'est super cool, justement, l'aspect c'est du hip-hop, mais c'est pas du tout le hip-hop, mettons à la Timbaland, là, où tu sais, la grosse bass. Ouais, ben, tu sais. C'était très soul, tu sais, très Motown, en fait, je trouvais, cet extrait-là. Ben, tu sais, veux pas, le hip-hop, on pense souvent au hip-hop américain. Ouais. Qui est comme on a parlé un peu dans la première saison, tu sais, divisé entre différents coasts, là, le West Coast, East Coast, tout ça. Ouais.
Puis, veut pas, il y a des traditions qui viennent avec ce hip-hop-là. Tu sais, le sampling, par exemple, qui est utilisé, va aller dans certaines directions et tout. C'est cool d'entendre le sampling puis le beat, en fait, de quelqu'un, dans le fond, qui a été aux États-Unis pendant un moment, mais je crois pas qu'elle se soit tant inspirée du mouvement hip-hop des États-Unis pour composer sa propre musique, tu sais. Fait que c'est du hip-hop, mais justement, le sampling, tout ça, c'est pas des samples qu'on a entendus plein de fois avant dans d'autres tunes, puis tout ça. Fait que je trouve ça rafraîchissant, déjà. Ouais. Puis aussi, ben, je trouve que ça lui donne sa couleur à elle, tu sais, qu'elle fait son rap, la vibe fit bien avec sa voix, tout ça. Tout a été finalement, j'ai l'impression, composé pour que ça fit avec elle. Ouais, absolument. Puis, vois-tu, elle a des études comme je te dis, elle a étudié en musique ou création musicale aux États-Unis. Mais elle a aussi fait des études par après, une fois rendue en Australie, en ingénierie sonore. Fait que, tu sais, toute la gestion de studio, gestion d'enregistrement, ces affaires-là. Là, ça serait mentir. Je sais pas c'est quoi son implication à ce niveau-là dans ses créations d'albums. Mais clairement, c'est le genre d'artiste qui est capable... Tu parles de sampling, là, c'est pour ça que je pense à ça. Mm-hmm. C'est le genre d'artiste qui a la possibilité de dire « Hey, prendre des samples, les échantillons en français, les modifier, les altérer d'une manière quelconque, se faire des beats avec ça. Tu sais, arriver avec des maquettes sur... Tu sais, elle est autonome quand même à ce niveau-là. Fait que écriture de texte, prise de position politique... Quand même, hein. Quand même, ouais, une belle artiste. Sampa the Great. Je vais te mettre un dernier extrait du même album, The Return, pourquoi pas. All right. Parce qu'on aime ça. On aime ça, certain. Calling out for the winner, some are not kind to beginners. The greatest love story since Martin and Gina. I have an issue, I ain't loving that healer who never heals. A member better come with my figure, I know I got my issues. Winnie and Bobby, I am sorry. Ouais, fait que Sampa the Great. Un univers très différent dans C'était Sampa. Fin de la chronique. Okay. Je m'excuse. Je pense que pour beaucoup de gens de notre génération, Mike Patton a été une porte d'entrée pour de la musique un peu plus bizarre, on va dire, ou plus goûteuse en général. Ah ouais. Fait que j'ai envie de parler de Mike Patton, mais en général, au lieu de parler d'un de ses groupes ou même un des albums qu'il a composé. Parce que Mike Patton, c'est une personne très prolifique dans l'underground. Je pense qu'il fait partie au-dessus d'une 15-20 de groupes. Ah ouais. Il est, tu sais, je veux dire, il est à la fois producteur, il est chanteur, il peut aussi faire toutes sortes de rôles finalement dans un band. En général, il est chanteur. Il a une voix quand même assez incroyable, surtout pour ce qu'il fait avec, tu sais. Okay. Tu as vraiment toutes sortes un range très large, dans le fond, de sons puis de choses qu'il a faites, Mike Patton. Pour ceux qui connaissent le groupe Fate No More, ouais. Sûrement le groupe dans lequel il a été qui est le plus connu. Mais moi, je ne vais pas parler ben d'eux autres aujourd'hui. J'ai parlé de 3 groupes qui sont graduellement de plus en plus goûteux. Parce que justement, Mike Patton, il a son range. Tu sais, il est capable, avec Fantomas, le premier groupe que je vais te montrer, il est allé plus dans un univers métal, un univers de métal expérimental, puis tout ça. Là, j'ai été gentil, puis j'ai choisi une tune sur l'album The Director's Cut de Fantomas, qui est essentiellement des vieilles tunes de films d'horreur classiques ou des films science-fiction de genre en général, là, qui ont repris à leur sauce à eux. T'sais. Fait que là, je vais te faire écouter une tune de Fantomas.
Ouais, fait que ça, tu sais, c'est ça. Je suis allé doux parce qu'il est capable d'être absolument insupportable, ce gars-là. D'ailleurs, il a pas une super bonne réputation. Il y a des mauvais patterns. Oui, à certains égards, tu sais. c'est T'as un pas gars- pogné le jeu de mots? Oui, oui. Ah, il était juste pas drôle. Il a juste fait comme... Fait que ça, c'est la toune Rosemary's Baby, qui est basée sur la toune thème de ce film-là. Je trouve ça cool parce qu'on entend sa voix, tu sais, il fait une voix quasiment d'enfant qui chante. Puis Mike Patton, il adore jouer avec sa voix de même. Tu sais, dans certains bands, il va plus s'en servir quasiment comme un instrument de musique où il gueule, il fait des bruits avec sa bouche, tout ça. Il est capable de chanter de l'opéra, toutes sortes de choses. Fait que, tu sais, il y a de quoi d'intéressant d'avoir un gars avec autant de pipes, Ouais. faire toutes sortes de trucs variés, tu sais. Ouais. Après, ben, tu sais, Mike Patton, à un moment donné, il a rencontré John Zorn, qui est dans le monde Ouais, du ah jazz. boy, Ouais. ouais, ouais. Tu sais, John Zorn, c'est un peu un malade là, dans le monde du Ouais, un jazz. expérimenteur. Aguerri, on va Aguerri, dire. c'est ça. Fait que ensemble, ils ont quand même fait plusieurs projets. Zorn a produit certains projets de Mike Patton aussi, puis dont Mr. Bungle, qui est un de ses premiers groupes, dans le fond. Mhm. Plusieurs de ces groupes se sont chevauchés ou pendant un bout, ils étaient inactifs, puis ils sont revenus plus tard et tout ça. Je vais te faire écouter un extrait du premier album de Mr. Bungle. Là, on rentre dans un univers plus de clowns méchants, de clochards clowns bizarres. Ouais. Fait que c'est un genre de punk, tu sais, jazz. Je sais pas comment le décrire, là. C'est vraiment conceptuel, encore une fois. Puis, tu sais, dans l'autre album avant, on parlait vraiment de chaque tune est une référence à un vieux film. Celui-là, ben, c'est vraiment plus un univers, tu sais, qui a été créé où on dirait comme des circassiens itinérants qui sont criminels ou je sais pas, là, mais tu sais, c'est à la fois punk, ska, quasiment jazz, metal par bout. Fait que voilà, je te fais écouter ça. C'est très progressif comme sonorité. Ouais, ça change beaucoup de signature de temps puis de Ouais. son au Ouais. sein de la même tune. Il y a comme 8 tunes. Ouais, c'est... Puis tu sais, au début, t'as l'espèce de vibe... on aurait quasiment pu... Tu sais, ça me fait penser à The Rocky Horror Picture Show. Tu sais, une espèce de comédie musicale puis tout ça. Fait que vraiment, il s'amuse. Il s'amuse avec la Ben musique. Mike Patton et ses acolytes, là, en général, tu sais. Puis, je veux dire, tout cet album-là, il y a des sons comme ça, tu sais, qui font cirque, des vieux orgues, des trucs comme un peu bizarres, là, finalement, mais que ça marche. C'est du genre de rock, là, clownesque. Ouais. Ben, ça me fait penser, justement, cette pièce-là me faisait penser au groupe Spacemaker, je sais pas si tu connais. C'est un groupe Non. originaire de Québec OK. qui font de la musique metal cirque, là, justement. Ah ouais. Ouais, ça me faisait penser à ça. Ben, donc, faut croire que j'aimerais ça. Quand j'étais jeune, cet album-là, je l'ai écouté là, des centaines de fois. Ah ouais. Ouais. C'est pour ça que t'es clown. Petit côté clownesque. Ah ouais. Puis, tu sais, ben, comme tu peux voir, moi, pour vrai, j'ai été introduit à Mike Patton avec le premier extrait que je t'ai fait entendre. Mhm. L'album Director Scott, tu sais, c'était... Ben, déjà, j'aimais ça, le métal, un peu, puis tout. Puis j'aimais le cinéma. Ouais. Fait que pour moi, c'était comme facile d'accès. Tu sais. Ouais. Malgré le côté expérimental de l'album. Parce que là, j'ai fait écouter un petit bout plus doux, là, mais il y a aussi des bouts que c'est plus métal, ça flyé, va ouais, plus... c'est ça. C'est plus flyé, ouais. OK. Là, après, ben, tu sais, j'ai été un peu redirigé vers Mr. Bungle parce qu'en fait, moi, je tripais particulièrement sur le punk. Puis toutes les formes de punk qui tournaient autour m'intéressaient, le ska, etc. ouais. Puis j'avais l'impression que Mr. Bungle, il faisait un peu toutes ces formes-là mélangées ensemble avec un peu plus aussi, tu sais. Ça m'a fait aussi découvrir des sonorités un peu plus jazz que je connaissais pas vraiment avant, tu sais, du saxophone joué un peu Ouais. comme qui griche, puis tout Ouais, ça. ouais, ouais. Fait que ça aussi, ça m'a bien plu.
Puis bon, après ça, tu sais, je pourrais parler de Mike Patton pendant 2 heures, là, mais tu sais, comme un escalier que tu montes, ben, d'un projet à l'autre de Mike Patton, t'en as sur lequel tu vas tomber que c'est plus pop. Il y en a un que c'est du trip-hop, carrément, du trip-hop sensuel, genre. Ah ouais. D'autres affaires que c'est plus du rock, là, comme le groupe Tomahawk. Ça sonne très rock, plus straight, tu sais. T'as un groupe qui s'appelle Peeping Tom, que ça, c'est vraiment un essai de faire de la pop, particulièrement. Je pense que Mike Patton, il y a quelque chose qu'il suit souvent dans ses projets, puis c'est ses fascinations pour les univers, le cinéma. Je pense que Mike Patton, c'est un grand fan de cinéma en général. Il y a beaucoup de sons dans sa musique que tu entends dans des vieux films, puis tout ça, tu sais, des genres de prrr, comme dessins animés. Fantomas a fait un album qui s'appelle Suspended Animation, puis cet album-là, on tombe plus vraiment dans les dessins animés. Là. Puis là, j'ai choisi un projet qui est plus, on va dire, avant-garde, plus avancé, on va dire, dans l'appréciation de la musique. Parce que, tu sais, c'est pas vrai que tu commences par ça, généralement. Mais justement, comme l'escalier finit par te mener à ce type de son-là, puis tu finis par l'apprécier. Puis ça, c'est un album, le projet s'appelle Hémophiliac, puis c'est justement un projet dans lequel il y a John Zorn et Mike Patton qui sont ensemble. Mike Patton, John Zorn, puis une couple d'autres noms, c'est vraiment eux qui m'ont fait découvrir la musique plus goûteuse, justement. Fait que ça, déjà, j'aurais dû en parler avant de ça, parce que je trouve que pour ceux qui ont cet intérêt-là, commencez par du Fantomas, Mr. Bungle, ou prenez un groupe de Mike Patton qui fait une musique que vous aimez de base, t'sais. Puis à partir de là, montez vers d'autres choses. Fait que Hémophiliac, ça, c'est vraiment plus dense, là. C'est l'album en tant que tel éponyme sur lequel il y a cette tune-là. Okay. C'est un album qui dure pratiquement 2 heures. Puis c'est vraiment de la musique concrète, de la musique expérimentale, buzzant. Là, j'ose nommer, mettons, Allochtone, puis tout ça, là, on rentre plus dans ce genre d'univers-là. Ah ouais, cool. Fait que, ouais. Ah ouais, Hémophilion. Mike Patton. Il a l'air plus sympathique. Ça fait comme le nom d'un clown un peu. Ouais, justement. Patton. Encore une fois, on ne s'est pas consulté, puis on a quand même une thématique qui se rejoint. Tu viens de me parler de Mike Patton. Patton. Qui est comme on va dire un grand influenceur, un grand pivot pour ramener vers des musiques plus goûteuses. Moi, je te parle maintenant de Django Reinhardt, qui est un grand pivot pour la guitare, le jazz et même, d'une certaine manière, disons, la musique du monde. OK. Django, on va dire malgré lui, là, c'est le fondateur de ce qu'on appelle le jazz manouche. OK. Pas rien. Non, quand même, pas rien. T'sais, il est arrivé avec son style. C'est pour ça que je dis malgré lui. Je dis, il n'y a pas personne, je pense, dans la vie s'assoit en se disant je vais inventer un style. Je pense juste qu'ils font ce qu'ils font, puis ça devient un style. Ouais. Tout ça pour dire Django Reinhardt, qui est. Faire une histoire courte, qui est originaire, lui, de l'Europe. Il est né en Belgique officiellement, mais on pourrait plus dire qu'il est français là, dans son existence. OK. Mais caractéristique quand même importante, c'est que c'est ce qu'on appelle un manouche. Ou aussi je ne suis pas sûr, mais je pense que le vrai nom, c'est Synthé ou Synthé. En tout cas, il y a un autre nom pour ça. C'est une communauté de gypsies, de bohèmes, d'une certaine manière, qui sont plus ou moins 500 000 peut-être en Europe. Là. Lui, c'est un manouche, un gypsy, tu sais. Fait que donc son vrai nom, Django, c'est Jean, en fait, Jean Reinhardt. OK. Puis il est né, lui, début 20e siècle, disons, puis période de guerre mondiale. Ben, guerre surtout européenne, la première, là, mais quand même, guerre mondiale.
Donc, toutes sortes de falsifications de documents, toutes sortes de trucs, parce que lui et sa famille ne voulaient pas faire partie du service militaire. Tu sais. Mhm. Il y avait une sorte d'obligation. Puis, il a quand même commencé la musique très jeune. Tu sais, son père avait un orchestre, il jouait du piano puis du cimbalum, qui est ça ressemble d'un piano, mais plutôt que d'avoir les touches, t'as 2 baguettes dans les mains, puis c'est toi qui fais le marteau sur les cordes. Là. Ça, puis... Je suis super décousu. Mais pour vrai, c'est un peu comme toi. Encore une fois, on ne s'est pas parlé, mais grosse influence dans ta vie, Mike Patton. Mais moi aussi, Django, à sa manière, il y a une grosse influence parce que ça a été mon premier contact en tant que musicien avec le jazz. C'est-à-dire, c'est pas le premier jazz que j'ai écouté dans ma vie ou même vu des spectacles, mais c'est le premier que j'ai joué, le jazz manouche, tu sais. OK. Puis c'est par cette porte-là que j'ai compris l'univers de l'improvisation, puis etc., tu sais. Puis qu'est-ce qui fait que pour toi, le jazz manouche, ça a été plus facile d'embarquer dedans? Y a-tu comme... Ah, ben littéralement, c'est un ami qui est devenu mon coloc par la suite, qui s'appelle Melen. OK. Salutations. Qui, lui est originaire de France. Il connaissait beaucoup le jazz manouche déjà à l'origine. Puis lui était guitariste. C'est drôle parce qu'il est devenu contrebassiste. Ah ouais? Mais il était guitariste. Puis il était très bon. Puis à un moment donné, ben, on était comme coloc, on va dire, aux résidences à l'Université Laval. On s'est connus là. Puis il se cherchait un bassiste, je jouais de la basse, mais j'avais jamais touché à du jazz de ma vie. Moi, je faisais juste des riffs de Dream Theater, des affaires progressives. Mhm. Fait que techniquement, j'étais capable, mais tu me mettais une note ou un accord sur une feuille, puis j'étais comme... je sais pas. Fait que lui m'a comme littéralement donné un cours de base, tu sais, de ok. comment... De là à là, qu'est-ce que tu peux faire, là, 2-3 cues de notes ou de gammes, puis des trucs, tu sais. Puis le reste n'est qu'histoire. Puis bref, c'est ça. Puis c'était sur des tunes de Django qu'on faisait ça. C'est long, mon affaire, hein? Écoute, poursuis. On va finir par arriver au bout. Poursuis. Poursuis. Ah là là. Donc, Django, virtuose de la guitare. Oui. Guitare acoustique. Lui, fait intéressant, c'est qu'assez jeune, il y a eu un accident, sa roulotte dans laquelle il habitait, elle a, je ne sais plus si elle a explosé ou juste pogné en feu, mais en tout cas, il y en a eu des séquelles importantes, dont une paralysie carrément de la main gauche, puis 2 doigts amputés. Ah ouais. Fait qu'il n'y avait que ces doigts-là qui fonctionnaient pour sa main gauche, la main qui est sur le manche ou les notes. Il était déjà, avant cet accident-là, virtuose. Puis lui, il a dit, ben, je vais continuer d'apprendre à jouer. Fait qu'il a comme réappris complètement. Il s'est réinventé une technique à 2 doigts, on va dire ennemi. Là. Des fois, celui-là, il réussit à faire de quoi avec. Puis il était malgré ça meilleur qu'à peu près tous les autres guitaristes de son époque. T'sais, du moins de son entourage immédiat dans le style. Il était totalement unique. T'sais. Ah ouais. Fait que malgré ça, la légende dit, puis c'est une vraie légende pour une fois, qu'il y a des gens qui se sont dit, ben crime, si je veux être aussi bon que lui puis avoir le même genre de son que lui, je vais m'empêcher de jouer avec ce doigt-là, mettons, puis OK. de maximiser ma technique à 2 doigts comme Django. Je pensais que tu allais dire qu'il y a du monde qui se sont coupés des doigts. C'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour moi. Non. Puis ben là, il y a eu toutes sortes de projets. Il y a eu des projets solo. Puis son projet, je te dirais qu'il l'a mis le plus sur la map. C'est à Paris, le Hot Quintet de France, avec le violoniste Stéphane Grappelli. OK. Je vais te faire jouer un extrait tout de suite. En même temps, l'extrait, moi, qui est la première pièce que j'ai jouée, le Minor Swing. Est-ce que ce qui définit le jazz manouche, c'est cette espèce de riff de guitare-là qui Ah, reste oui, toujours oui. stable? Oui, là? oui. OK. Il appelle ça la pompe. La pompe, OK. Ouais, tchac, 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 tchac. Puis là, cette tune-là est relativement lente. On va dire les descendants de Django au niveau musical, le manouche,
pour en nommer quelques-uns, il y a Storchello Rosenberg, Birelli Lagraine, puis Chavolo Smith. En tout cas, c'est pas important. Puis souvent, c'est incroyable. Là. C'est comme, faut jouer plus vite. Ça pompe, là. Puis ça fait des solos. C'est juste épouvantable, tu sais. Et puis, il a ralenti un peu la cadence. Ben lui, il a fondé le style, je dis. Il n'y avait pas de... C'est comme les autres sont devenus un peu religieusement... c'est ça du manouche. Fait que c'est très... qu'est-ce qui définit jazz manouche? C'est la pompe. Il n'y a pas de batterie ou très rarement de la batterie. Très, très, très rarement de la batterie. Ça, c'est quand même un élément majeur. Fait que la rythmique va vraiment beaucoup venir des guitares, justement. C'est pas rare qu'un projet de jazz manouche, il va y avoir 3 guitaristes, des fois même plus, parce qu'ils se font des jam bands à 6-7. Puis ils sont toute la gang à faire la pompe en même temps. Ça marque le temps d'une manière... on est loin de la bossa nova, encore une fois, parce que c'est syncopé, puis le temps est un peu plus fluide, ou du gent, que je t'ai parlé un peu, parce que le temps est tout sauf clair. Là, on est carré ben dur. Ce qui est aussi, encore une fois, différent du jazz standard. Le jazz standard, on appelle ça, la musique, c'est des croches swing. Fait c'est comme plus sautillant. Là, on est tac, 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 tac. Très, très, très carré. Tu sais. C'est une grosse nuance avec le jazz standard. L'autre chose qui caractérise, c'est les instruments, c'est souvent acoustique. Donc, pas vraiment de guitare électrique. Ou si c'est une guitare électrique, c'est très, très acoustique dans son essence, dans ça de même. Pas de drum, comme j'ai dit, ou de percussion en général. Puis souvent, ça va être un violon, une contrebasse, paquet de guitare. Et il peut y avoir des fois une clarinette, ou des fois sax. En tout cas, mais c'est plus rare. C'est vraiment la guitare qui est l'élément central. Le type de guitare qui existe pour le manouche aussi, c'est unique. Le trou par où le son est projeté est fait plus gros pour pour pousser plus de son. Souvent, les cordes sont raides. J'ai joué une fois sur une guitare manouche, puis avec une corde, on est capable de ce qu'on appelle bender ou plier la corde. La faire aller de même. C'est tellement raide. Là, je veux dire, j'ai quand même des doigts de contrebassiste. Là, je suis pas Monsieur Muscle, là, mais d'habitude, j'ai une certaine force dans les doigts. Puis là, j'étais pas capable. C'est vraiment des guitares qui sont faites pour avoir le son un peu sec, très, très précis que tu as peut-être entendu dans le premier extrait. Je vais t'en mettre un autre. Honeysuckle Rose. Moi, quand j'entends ce type d'enregistrement-là avec le son que ça a, quasiment comme un gramophone. Là, full, ouais. Je m'imagine un peu comme un père dans ces années-là qui chicane son enfant. T'es allé voir ce concert de diable-là! Mais pour vrai, oui, tu sais, il jouait dans les clubs puis les trucs un peu, disons, actifs de Paris. Ouais, c'est ça. Que ça dansait, il y avait de la boisson. Ouais, de la boisson, un peu de trucs. Puis, puis c'est très souvent, presque, en fait, on va dire exclusivement instrumental. Assurément, il y a une nuance à quelque part. Mais c'est lui, son répertoire, sa discographie, Django, c'est instrumental. D'ailleurs, là, la pièce que j'ai mise, c'est en collaboration avec d'autres musiciens. Fait que là, il y avait plus d'instruments puis tout. Mais c'est souvent ça. Les musiciens, ça s'entremêle toute la gang. Puis ça fait plein de choses. Fait que je vais te mettre un dernier extrait qui s'appelle Nuage. Mais avant, je sais pas si tu te souviens, je t'ai déjà parlé du Real Book. Le Real Book qui est comme la Bible des musiciens jazz, dans laquelle tout ce qui est un standard, tout ce qui a été considéré comme un standard, est ajouté dans ce livre-là. Puis le but, c'est que les gens partout dans le monde soient capables de dire « Telle tune, la connais-tu? » Oui, parce que dans le livre, on l'a appris. Mais c'est quand même un livre qui est à forte majorité américain dans ses sources. Encore une fois, je fais lien avec la bossa nova. Il y a eu la bossa nova, c'est comme la principale source extra
États-Unis, on va dire, en dehors des États-Unis. Puis Django, il a réussi à mettre 2-3 tunes. OK. Ce qui est comme majeur dans le contexte. Celle-là est dans le Real Book, Nuage. Ce que je pense qui est comme un bon résumé là, que j'ai finalement jamais dit, c'est que cette musique-là, elle a quand même eu une influence assez majeure sur toutes les autres musiques du monde. Un, sur la technique guitaristique. Mhm. Tu sais, on parle quand même de musicien qui a fait sa carrière pendant les périodes de guerre, là, tu sais, qui s'est toujours évité d'aller participer au service militaire parce qu'il avait une main paralysée, ce qui est génial. Mais Il pouvait encore tirer, là, en tout cas. il a réussi à s'en sortir. Content pour lui. Fait que dans ce contexte-là, c'est ça, totalement révolutionnaire. Les papas chicanaient les petits garçons d'écouter des affaires de même. Eh ben, ça ferait le tour pour notre émission. Oui, je pense qu'on a certainement fait le tour au moins 4 fois. Fait que on pourrait se dire, c'est assez. Bon, ben, partons. Partons d'ici. 1, 2, 3, Django! Oh my God. Ah, Guillaume. Comme ton verre. À la semaine prochaine. À la prochaine! Je ne sais pas quelle caméra qui était dessus, mais si vous avez manqué ça, c'est cute.